Imagine un chasseur de tête qui appelle les gens. Ah, vous voulez, j'ai un super job pour vous. Il dit, bah attendez, moi je suis chez moi, hein. J'ai acheté des actions de ma propre boîte. Le cœur de notre métier nous montre bien que l'argent est un moyen et pas une fin, puisqu'on en a besoin pour avancer. Jean-Patrick, Bonjour Timothée. je trouvais que c'était intéressant comme tous les deux entrepreneurs de Croissance Plus, qui nous entendons bien, qui avons certaines visions communes d'un tas de choses. C'est vrai qu'on a eu à plusieurs reprises l'occasion de nous parler. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs. Et c'est vrai que de rendre un peu plus public cette conversation d'entrepreneurs, c'est toi qui as eu l'idée et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, effectivement. Et alors Patrick, d'où ça te vient en fait d'être entrepreneur comme ça comment c'est venu t'es tombé dedans comme Astérix à la naissance ou c'est venu au cours du temps Alors tu sais, ça a été un cheminement de longue haleine parce que déjà quand j'étais au collège et au lycée, je voulais être entrepreneur. Pourquoi ? Parce que c'est un peu con, mais mes parents étaient entrepreneurs, ma famille était entrepreneur, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, tout le monde est entrepreneur. Et donc, c'est un peu comme quand tes parents sont pompiers, tu vois, tu finis ta carrière pompier, ou tes parents sont flics, tu finis ta carrière flic, ou pas. Et entrepreneur, c'est un peu pareil. Donc moi, je suis tombé dedans. Les déjeuners, dîners, beaucoup de dîners, d'ailleurs, mes parents travaillaient ensemble, donc mes dîners familiaux, c'était les rendez-vous, enfin c'était le débriefing, le compte-rendu de ce qui s'était dit, tu vois, dans leur vie professionnelle quotidienne, quoi. Donc tous les soirs, on avait le compte-rendu. Donc assez naturellement, j'ai plongé là-dessus. Après, j'ai quand même attendu d'avoir une première expérience ailleurs, on en reparlera si tu veux, mais une première expérience ailleurs pour enfin me lancer. Et j'avais 32 ans quand j'ai créé ma boîte. Et toi, ça a été quoi ta motivation ? Pas du tout ça. Moi, j'étais dans une famille absolument pas ni dans l'entrepreneuriat, ni dans l'entreprise d'ailleurs. J'ai un père journaliste, une mère instite, donc rien à voir. Mais en fait, moi, c'est venu un peu au cours du temps et au cours de mes aventures professionnelles. J'ai d'abord fait du conseil, après je suis rentré dans une boîte, j'étais directeur marketing. Bon. Et je me rendais compte, en fait, qu'à chaque fois que j'avançais dans la vie professionnelle, que j'avais un nouveau challenge, un nouveau projet, un nouveau job, j'avais envie de faire bouger les choses à fond, mais j'étais un peu contraint, parce que j'étais dans une boîte avec des règles du jeu, des patrons, et je sentais que j'étais un peu frustré. Et donc, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis lancé. Mais ça a été plutôt la conséquence d'une frustration, si j'ose dire, plutôt que un truc qui m'est tombé dessus, quoi. Et maintenant, quel bonheur, quoi. Enfin, évidemment, on va parler de tout un tas de choses, de nos difficultés, de nos joies, de nos efforts, de notre responsabilité et tout, mais à la base, c'est vraiment ça. C'est une envie de faire bouger les choses big time et de ne pas réussir à le faire. Peut-être ça correspond à une envie de liberté aussi, non ? Ouais, sûrement. Je sais pas, toi, quel est ton... Toi, tu m'as souvent dit que un de tes moteurs, c'était la liberté dans l'entrepreneuriat. Ouais, alors dans mes premières expériences, moi j'ai vécu un peu ce que tu as vécu, c'est-à-dire j'avais peut-être un besoin de m'exprimer de manière plus large, tu vois, et que j'étais pareil, un peu dans un carcan. J'ai eu 2 expériences salariées, en tant que salarié, avant. Il y en a une, j'étais un peu enfermé, et l'autre, c'est vrai que c'est une expérience où ça manquait un peu de sens managérial, un peu de sens, tu vois. Et donc aujourd'hui, je me dis, tiens, dans ma boîte, j'essaie de me rappeler de ces moments-là, de pas peut-être faire, je sais pas si c'est des erreurs, mais enfin, au moins d'éliminer ce travers-là et d'essayer de donner beaucoup plus de sens à mes équipes et aux projets qu'on est en train de construire ensemble que ce on pouvait me donner quand moi j'étais alors salarié. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que ça correspond quand même pas mal
au contenu de ton job, enfin à votre métier, Ouais. quoi. Je veux dire, Delville Management. Alors après, le management de L'humain, transition, c'est quand ouais, même c'est le ça, ouais, cœur c'est de au votre cœur, ouais. business. C'est au cœur de ce qu'on fait. Le management de transition, qui est quand même d'impliquer des cadres dirigeants en mission chez nos clients, c'est à la fois d'aider nos clients, qui sont pour la plupart des grands groupes, mais aider des clients aussi personnels, c'est-à-dire monsieur un tel, madame un tel, qui est dans la panade parce que son usine ne tourne plus, parce qu'il n'a plus de responsable marketing, parce qu'il n'a plus de directeur financier en pleine clôture, parce qu'il n'a plus de directeur général, il est actionnaire de la boîte, il n'y a plus de directeur général, etc. Donc on aide ces groupes-là, on aide ces personnes-là qui ont ce besoin d'avoir un manager de transition lundi prochain, parce qu'on est toujours dans toujours une course contre la montre, on travaille toujours dans l'urgence. Et puis à côté, il y a une satisfaction d'avoir la relation avec des managers de transition qui, eux, sont des personnes plutôt en deuxième ou troisième partie de carrière, donc qui vont avoir, tu vois, en moyenne d'âge peut-être 50 ans et plus, et de leur dire, tiens, on a une mission à vous proposer, donc d'impliquer ces gens-là. La durée moyenne des missions est peut-être de 7-8 mois, tu vois. C'est vrai que donner, on a l'impression un peu de faire le bien dans la cité, c'est-à-dire de remettre des gens au boulot, quelque part, ou de leur proposer des missions, et puis à la fois d'aider nos clients. Alors, sachant que nous, on a une spécificité quand même, c'est qu'il y a quelques missions de nos managers de transition qui se terminent par des embauches, ouais. tu vois, par un emploi. Hein. Alors, nous, c'est pas ce qu'on vend, mais enfin, factuellement, il arrive, c'est 20% du temps ou 15% du temps, que certains de nos managers de transition, ou managers de transition, deviennent soit embauchés, et donc deviennent clients. Et de la même manière, de temps en temps, on a un client qui se fait sortir de son job et donc qui retoque à la porte pour devenir manager de transition. Et donc, on implique à la fois. Donc, les deux, on s'est trouvé dans les deux cas de figure. Donc, moi, je dis à mes équipes, on est au milieu d'un triangle, tu vois, on est au milieu d'une situation où à la fois les managers ont besoin de nous, à la fois les clients ont besoin de nous. Il faut essayer de mettre en musique tout ça. Exactement. Ouais. Exactement. Mais si on revient sur l'idée de liberté, c'est ça qui t'a donné envie d'entreprendre parce que tu voulais faire ce que tu avais envie de faire ou alors... Non, mais c'est ça, ouais. C'est la liberté de pouvoir être chez soi et peut-être d'avoir accès directement aux fruits de son travail aussi. C'est-à-dire, si on travaille bien, la semaine suivante, on a la récompense. Et si on travaille mal, la semaine suivante, on n'a pas la récompense. Hein, ce qui est quand même le truc de l'entrepreneur quand tu démarres ta boîte. Quand tu lances ta boîte, c'est quand même ça, hein, factuellement, les premiers trimestres, semestres ou années d'ailleurs. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la construction d'un projet, d'une marque. On est beaucoup plus sur quelque chose de plus long terme et structurant, mais qui est toujours lié à ce besoin de liberté. Et d'ailleurs, ce qui amène à une question, c'est peut-être quoi faire. C'est quoi le next step demain? Parce qu'une fois que tu as goûté à cette liberté, au souhait, et toi, ça doit être pareil dans ton activité. Demain, si tu fais rentrer un actionnaire extérieur, ou demain, c'est une partie de toi qui s'en va quand même. Donc, ouais, non, mais toi, ça a été quoi ta motivation? C'est sûr que la liberté, c'est important, mais moi, la liberté, je la conçois plus comme un moyen de m'exprimer, enfin, plutôt comme un outil qui me permet de davantage m'exprimer. J'ai besoin de ne pas être sous contrainte, moi, pour faire des trucs. Et dès que j'ai des contraintes, que ce soit d'un boss, d'un cadre trop structuré, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à avancer, à faire bouger les lignes. Et c'est vrai que cette liberté d'entreprendre, c'est hyper précieux pour moi parce que ça m'a permis de développer ce projet hôtelier différent. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire bouger les lignes de l'hôtellerie, de rééquilibrer le contrat social dans ce secteur. Et Dieu sait qu'il y a des choses à faire. On est quand même dans un secteur un peu archaïque, un peu avec cette culture du père fouettard. Et nous, comme hôteliers, ce qu'on veut, c'est rééquilibrer les choses. C'est faire en sorte que sur les aspects rémunération, formation, qualification, conditions de vie, nos collaborateurs opérationnels soient plus satisfaits, plus heureux, plus motivés. Et en fait,
c'est en donnant plus qu'on y parvient. Mais je sais que tu comprends parfaitement ça, parce qu'on en a déjà souvent parlé. Et en fait, pour faire ça, il faut quand même être assez libre, quoi. Il faut avoir les coups des franches pour décider que, je sais pas, tu vas donner un jour de repos supplémentaire tous les 2 mois aux gens qui ont un boulot physique, ou tu vas donner de la participation à tous les collaborateurs, etc. Et c'est vrai qu'il faut avoir les coups des franches pour ça. Et il faut qu'on te fasse confiance. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'adore. Et c'est vrai qu'on est, je pense, tous les deux des gens de projet. On a différents moteurs, différents moyens. La liberté, il y a un autre moyen. Alors nous, dans notre métier, à fond, c'est l'argent, si j'ose dire, en tout cas le financement. Aujourd'hui, c'est combien d'hôtels dans ton groupe? Nous, c'est 7 hôtels. 7 hôtels actuellement. 7 hôtels, et tu comptes t'arrêter là? Ou pas du tout? Bien sûr que non. Non. Si on veut vraiment changer les choses, changer le contrat social du secteur, de l'hôtellerie indépendante, c'est pas à 7 hôtels qu'il faut s'arrêter. Il faut faire 10 fois ça pour commencer vraiment à avoir un poids et qu'on m'entende. Il en faut plus. Ouais, et ce que je voulais te dire, c'est que la liberté, c'est un moteur, c'est un moyen, mais le financement aussi. Nous, on est dans un métier hyper capitalistique, donc on est toujours à courir après de l'equity, de la dette. Acheter un hôtel, c'est tout de suite beaucoup d'argent. Quand tu le fais 1 fois, 2 fois, 7 fois... Même sans les murs. Hein. Non, acheter l'activité de l'hôtel. Ouais, nous, on est plutôt mur et fond, donc c'est tout de suite assez lourd financièrement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, le cœur de notre métier nous montre bien que l'argent est un moyen et pas une fin, puisqu'on en a besoin pour avancer. Et finalement, tu as pas mal de métiers où tu recrutes 3-4 commerciaux ou plus, et tu accélères, et ça accélère. Nous, non. Nous, il faut aller chercher du financement, et de façon récurrente. Je trouve que c'est assez sain de se rendre compte que finalement, c'est un moyen. C'est un moyen, et c'est un super moyen pour faire bouger les choses. Et du coup, moi, même dans ma vie perso, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon même d'éduquer mes enfants, je me rends compte combien c'est important de remettre les choses à leur place et de ne jamais faire du succès financier une fin, mais toujours un moyen. Bien sûr. J'en parlais encore il n'y a pas très longtemps avec un entrepreneur qui vient de faire un cash out devant une partie de sa boîte, qui a tout réinvesti, qui dit « Moi, je veux rien avoir sur mes comptes en banque. L'argent, c'est un poison. » Et je pense que... Alors, je sais pas si c'est audible de dire ça. Il y a 95% des Français qui sont au SMIC. Et je pense que pour un certain nombre de Français ou de gens qui nous écoutent, je pense que c'est bien d'avoir une prime, c'est bien d'avoir un peu d'argent supplémentaire, etc. Mais je pense qu'à partir d'un moment où on est à l'aise dans sa vie et où ton banquier il arrête de t'appeler à chaque fin de mois en te disant « T'es à découvert bancaire, il faut faire quelque chose », et où tu es à l'aise, je pense que l'argent devient un moteur pour les projets, mais ne doit pas être un moteur ni une fin personnelle, ne doit pas être un but à atteindre personnellement. C'est marrant, ça me fait penser à un truc. J'ai discuté avec un copain banquier récemment, qui est un mec super, qui se reconnaîtra peut-être, qui me disait en fait la responsabilité d'un banquier, c'est quand même assez important, c'est d'allouer des ressources dans les projets qui valent le coup, qui ont un sens, qui font bouger les choses, qui ont une rentabilité. Mais si tu vois la banque comme ça, c'est top en fait. La banque, effectivement, elle a un rôle d'allouer les ressources au bon endroit. Sûr. Si tu vois la banque comme ça, je trouve que tu vois les choses différemment. Ça m'a éclairé. J'ai bien aimé qu'un banquier me dise ça. Je me suis dit, voilà un mec qui a compris son métier. Bien sûr. D'ailleurs, j'irai dans ton sens. Je ne veux pas caresser dans le sens du poil des banquiers, mais non, j'ai pas mal de copains entrepreneurs qui critiquent les banquiers en disant « Ah oui, ils m'ont pas suivi, ils m'ont pas ceci, ils m'ont pas cela ». Ouais, mais enfin, ils te mettent de l'argent à disposition, et ils te mettent de l'argent à disposition qui a un taux qui est défini, qui est 3, 4, 5%, qui ne sont pas du tout les taux qu'un fonds de private equity va exiger de ta rentabilité. Donc, ils ont un retour sur investissement qui est moindre, ouais, mais ils doivent avoir un risque qui est moindre. Donc, il faut vraiment qu'ils apprécient pleinement ton projet pour être sûr que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans,
ils revoient leur pognon. Ils Le job d'un allouent. banquier, c'est de te prêter de l'argent, de faire payer cet argent-là, pas trop cher, mais c'est surtout de revoir son pognon dans 10 ou 20 ans. Parce que le jour où ils ne revoient pas le pognon, c'est combien de projets? C'est 80, 100 projets sur lesquels ils ont travaillé pour rien, qui sont partis dans ton argent ou dans ton hôtel qui a fait faillite et qu'ils n'ont jamais revu. Donc, C'est pas le genre de la maison. évidemment. Évidemment. En tous les cas, c'est à eux d'apprécier ce risque-là, quoi. Ouais, absolument. Mais en tous les cas, nous, on essaie d'atteindre des niveaux de rentabilité qui sont dans ce qui se fait dans notre métier. Ouais. Voilà. On essaie d'atteindre ni plus ni moins. On n'essaie pas d'être les derniers de la classe. On n'essaie pas d'être les premiers de la classe. Donc, on n'est ni trop dépensier, ni pas assez dépensier. Après, c'est important d'avoir un équilibre parce que toutes les années passent et ne se ressemblent pas. Et le jour où, et ça vous l'avez bien connu pendant le Covid, et nous aussi, le jour où tu as un gros creux, eh ben, tu es bien content d'avoir du cash de côté, tu es bien content d'avoir les comptes en banque qui sont plus pleins que la moyenne ou que tes petits amis d'à côté. Ça, c'est quand même une grosse sécurité. Et puis après tout ce cash-là, quand les affaires vont mieux ou quand les années sont meilleures, je pense que ça te permet de financer des développements qui sont très supérieurs. Et en fait, au-delà du financement, c'est de financer tous les projets. En fait, ce qui nous anime, nous, c'est les projets. C'est ça qui est rigolo. C'est de poursuivre, essayer de développer de nouvelles marques, ce qu'on a fait cette année, essayer de conquérir de nouvelles régions en France, ce qu'on fait en ouvrant des bureaux, essayer de conquérir des nouveaux pays, ce qu'on a fait sur l'Allemagne, ce qu'on a fait en Italie, ce qu'on annonce sur ces jours-ci, sur l'Espagne également. Mais bon, à chaque fois qu'il y a ces projets à lancer, à chaque fois, c'est des nouveaux investissements et de l'argent frais à mettre sur la table, quoi. Donc, on est bien content que l'activité soit rentable pour financer tous ces projets-là. Tu parlais de Covid, là, tout à l'heure. Peut-être que toi, tu n'as pas été impacté de la même façon, mais... Un petit peu aussi, mais... Enfin, quels ont été... je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on partage à nos auditeurs, quoi. C'est ça qui est intéressant. Qu'un entrepreneur, c'est pas que quelqu'un qui a du succès dans les affaires, comme dirait la chanson. C'est aussi des difficultés, c'est aussi des moments à passer, des caps, des caps à franchir. Quels ont été, toi, si tu avais, je sais pas, un ou deux moments vraiment hard que tu as dû passer Il y a eu le Covid, mais je préfère te laisser en parler, toi. Parce que dans l'hôtellerie, l'hôtellerie, ce que tu as vécu, je pense sans commune mesure, et ce que nous, on a vécu, qui a été de l'ordre de moins 30% de chiffre d'affaires. Et moins 30% de chiffre d'affaires, il nous restait quand même 60% de chiffre d'affaires. Donc après, on a réussi, on a tout tuné, on a tout... voilà, les équipes ont été super compréhensives aussi. Vous voyez bien que c'était quelque chose de totalement inhabituel. Donc elles sont assises sur des bonus, elles sont... voilà, on a réussi à économiser tant bien que mal, quoi. Donc, et à éviter de mettre la société en risque. C'était surtout ça l'enjeu, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on en sortait. Mais je te retourne la question, là, sur le Covid. Sur le Covid, nous, ça a été vraiment... C'est marrant, parce que je me souviens très bien, en cours, on nous disait les crises, c'est des opportunités. Alors, bon, maintenant que c'est passé, je peux le dire, oui, c'est vrai, je vais vous en parler. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était vraiment chaud, hein. Nous, c'est de 100 à 0 en un jour. Le 16 mars 2020, on n'a plus eu de chiffre d'affaires, et ce, pendant 2 ans. Donc, alors le confinement, c'est le 17 mars, parce que c'est la Saint-Patrick. Oui. Comme je m'appelle Patrick, moi, je me sens bien concerné, là. Ouais, bonne fête Patrick. Nous, c'était pas la fête, hein. Vraiment pas la fête. Non, ça a été très chaud. D'abord, on a dû fermer nos hôtels. Quand tu fermes un hôtel, déjà, dans Paris, on avait 5 hôtels dans Paris. Non, on n'en avait pas 5 à l'époque, on en avait 3. Ouais, on avait 3 dans Paris. Il n'y a pas de serrure. On ferme pas un hôtel dans Paris. Donc, il a fallu installer des serrures sur les portes de nos hôtels, déjà. Déjà, ça fait un choc. Après, on les a fermés les uns après les autres. Je me souviens encore des femmes de chambre qui pleuraient sur le trottoir. C'est étonnant qu'ils se rendaient limite mieux compte de nous, de ce qui était en train de se passer. Qui, elles, du jour au lendemain, n'allaient plus faire des chambres.
Après, je dois dire que Croissance Plus a été top à ce moment-là. Elle nous a beaucoup aidé entre entrepreneurs à se soutenir, à se donner des tips, à se donner des bons contacts pour essayer de trouver des solutions, notamment financières auprès de banquiers, etc. Nous, ça a été hyper dur parce qu'en plus, nous, on avait ces 3 hôtels. Là, on ne possédait pas les murs de tous. Et du coup, on a eu des négociations hyper difficiles avec nos actionnaires, avec les bailleurs qui ne voulaient pas partager la paume, avec les actionnaires qui ne voulaient pas nécessairement remettre. Ça a été vraiment hyper dur, à tel point qu'à un moment, j'ai vraiment cru qu'on allait déposer. Et puis on a réussi à s'en sortir. C'était hyper dur. Je me souviens que j'avais un directeur des opérations à ce moment-là, que j'aime beaucoup, qui me disait... T'inquiète. Alors, il me voyait tous les jours revenir avec une mine défaite, de négo, j'arrivais pas. Et il me disait, t'inquiète, contre une équipe unie, on ne peut rien. Et il me répétait ça souvent. Alors, ça faisait un peu bon samaritain, mais en vrai, il avait tellement raison. C'est qu'à la fin, à force de dire, vous savez, j'ai 50 salariés derrière, ces 50 salariés, il faut que je les fasse bouffer, c'est notre responsabilité. Donc, vous voulez pas étaler les loyers, vous voulez pas remettre au pot, vous voulez pas. Vous aussi, vous êtes responsable de faire vivre ces familles, etc. Donc, à la fin, c'est vrai que ça a fini par avoir un impact, je pense. Mais c'était dur. Mais tu peux pas savoir comme c'était dur. Vraiment, c'est ce que j'ai vécu, je pense. Alors, à titre professionnel, le plus difficile, mais à titre personnel aussi, c'était vraiment dur. Imaginons qu'on dépose. Demain, la boîte est terminée. Il y a quand même 50 salariés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je veux dire, il faut bien qu'on en refasse quelque chose. Et c'est là qu'est né ce projet d'Estime, de créer un nouveau groupe hôtelier avec une responsabilité sociale, engagé pour remotiver nos équipes, pour repartir différemment, construire une hôtellerie nouvelle, plus partageuse, plus humaine. Il y avait une amie d'un membre de Croissance Plus qui était chef de service à Saint-Joseph. Et elle a eu besoin, pour son service, d'avoir une sorte de base arrière pour les médecins, les infirmières qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et donc, on a ouvert un de nos hôtels. Et j'ai demandé parce que les gens ne pouvaient pas rentrer chez eux, il n'y avait plus de métro, plus rien. Et donc, j'ai demandé à nos collaborateurs qui voulaient venir bosser. Ils voulaient tous y aller. J'ai même été obligé de donner des règles. Ceux qui n'ont pas d'enfants en premier. J'ai compris que c'était autour de ça qu'il fallait développer quelque chose de nouveau. Et c'est de là qu'est née Estime. Mais c'est vrai que c'est facile d'en parler après. De se dire, oui, ça a créé une opportunité. Après Croissance Plus, on nous a beaucoup aidé quand même, parce que avoir plusieurs centaines de dirigeants de boîtes qui croissent, on ne l'a pas dit, mais de boîtes qui croissent, qui est quand même le critère numéro 1 pour faire partie de l'association, mais de gens qui sont prêts à partager les fruits de la croissance, tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là. Non. Tous les entrepreneurs ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que c'est plusieurs centaines, et on se voit peut-être une vingtaine de fois par an, de pouvoir échanger avec les uns et les autres, nous met quand même dans un état d'esprit qui quelque part est de faire le bien dans la cité, quoi. C'est ce que tu disais. Absolument, qui est hyper sain. C'est avoir une utilité sociétale un peu plus développée que d'acheter une belle voiture de sport, quoi. Enfin, je veux pas caricaturer. Petit peu plus. Voilà, je veux pas caricaturer, mais ou jeter la pierre à nos amis qui sont passionnés de voitures de sport. Mais c'est parce que nous, on est dans un métier comme ça. Toi, tu es dans un métier, tu te décrivais bien tout à l'heure, où tu étais à la croisée des chemins entre ton client et ton fournisseur, si j'ose dire. Enfin, mon manager. Ouais, ton manager. Et nous, on a aussi ce rôle-là parce que on est un métier de service, au service du client, et on a des collaborateurs très peu qualifiés Et vous touchez toutes les classes sociales de la société. Et on touche. Donc, c'est vrai qu'ensemble, et c'est pour ça, je pense qu'on a qu'on se comprend bien, c'est que on a conscience de notre rôle sociétal, de notre responsabilité aussi, mais on sait qu'on peut faire bouger les choses. C'est ça qui est sympa. Je sais pas comment toi tu vois ton rôle, toi personnel, Patrick,
dans la société comme dirigeant, entrepreneur, responsable de ses équipes Moi, j'ai créé la boîte en 2010. Je crois que dès 2000, 2 ans ou 3 ans après, dès qu'on a eu les premiers résultats financiers, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre en place un plan d'intéressement. Tu sais, il y a deux, intéressement et la participation. Participation, c'est obligatoire dès lors que tu fais plus de 50 salariés. Et l'intéressement, c'est à la juste, au bon vouloir du dirigeant de boîte. Il peut le mettre en place. En fonction d'atteinte de critères, quand même. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu es une petite boîte, tu n'es pas obligé de le mettre en place. Nous, on avait décidé de le mettre en place, l'intéressement, alors qu'on n'était pas du tout obligé de le mettre en place. Tu vois, c'est à partir d'un certain nombre de personnes. Moi, j'ai plus les seuils en tête, mais on s'y est pris très, très en avant en se disant, en disant aux salariés, si on atteint les objectifs, voilà, moi, j'ai pas la planche à billets dans la cave, quoi. Donc, s'il y a des sous, s'il y a du pognon, et des sous, il y en aura pour tout le monde. Et puis s'il n'y a pas de sous, il y en aura pour personne, quoi. Et voilà. Et essayer d'être dans une logique un peu plus partageuse. Et puis c'est après qu'on a mis en place des plans d'actionnariat salariés qui étaient aujourd'hui dans les 65 personnes. Là, on va avoir, bientôt 75. On va avoir 25 personnes qui vont être un tiers de la boîte. Un tiers. Qui est actionnaire. Qui est actionnaire. De gens qui ont fait leur chèque pour acheter 2 500 € jusqu'à 100 000 € d'actions de la boîte, tu vois. Avec tout un tas de plans d'incentives, d'accélérateurs, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais c'est une grande fierté. C'est une grande fierté parce que déjà, c'est qu'ils ont confiance dans le projet et quelque part, ils ont confiance en moi. Et puis, ce que je leur dis aussi, c'est que c'est une grande responsabilité. Parce que quand moi, j'ai créé la société, j'ai ouvert un compte capital et puis j'ai fait un chèque de 10 000 € à la banque pour ouvrir le capital de la boîte qui faisait 10 000 €. Ce compte capital s'est retrouvé sur le compte trésorerie, le compte courant de l'entreprise. Eux, c'est leurs économies de 2 500 jusqu'à 100 000 € qui vont mettre leurs économies perso qu'ils ont gagnées avec leur salaire et leur bonus, tu vois, qui vont remettre dans l'entreprise pour acheter des actions de la boîte. Donc moi, je leur dis, c'est vos économies familiales, quoi, de couple. Donc j'ai intérêt à pas faire n'importe quoi avec vos économies. Donc, moi, ça met une vraie... dire une pression supplémentaire. Ça met une responsabilité, en tous les cas, où aujourd'hui, je ne suis plus en train de gérer 70 ou 75 emplois. Je suis aussi en train de gérer 25 investisseurs, à plus ou moins haut niveau, tu vois. Mais 25 investisseurs où je ne peux pas faire n'importe quoi avec leurs économies. Donc là, on a des projets, notamment des projets européens, etc., qui sont très structurants pour l'entreprise. Tu vois, j'essaie de faire des réunions avec mes actionnaires, de les réunir, de les en informer, de leur dire vous, qu'est-ce que vous en pensez, de prendre leur avis, est-ce que vous êtes sûr qu'on fait pas une connerie, tu vois, enfin leur avis compte, quoi. C'est pas neutre, hein. Non, c'est vachement bien. C'est pas neutre. Alors après, ça déploie une énergie de dingue chez ces gens-là, parce que chez ces gens-là, et puis les 50 autres aussi, hein, parce qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Une partie de leur temps, ils travaillent chez eux. T'imagines un chasseur de tête qui appelle les gens. Ah, vous voulez, j'ai un super job pour vous. Le type, attendez, moi, je suis chez moi. Hein. J'ai acheté des actions de ma propre boîte. Alors, ça marche dans une PME, ça marche peut-être dans une ETI. Je suis pas sûr que ça marche. Dans un grand groupe, c'est pas pareil. Quand tu es actionnaire d'un groupe du CAC 40, parce que tu es salarié d'un groupe du CAC 40, je pense que tu fais moins le lien entre ton contrat de travail salarié et le fait d'être actionnaire de la boîte. Alors que quand tu parles au patron et à l'actionnaire majoritaire du lundi matin au vendredi soir, je pense que ça crée un lien qui est quand même dans des petites boîtes. Alors c'est pas facile à mettre en place, ça coûte du pognon, c'est beaucoup de frais d'avocat, juridiquement on a fait ça aussi. Je suis hyper content. Alors moi, on a à peu près le même nombre de collaborateurs, 70, mais en revanche, on n'en a pas 25 qui sont actionnaires parce que c'est pas ça qu'ils attendent. Enfin, nos femmes de chambre, nos réceptionnistes, ils ont besoin plus de cash que d'actions. En revanche, on l'a fait avec quelques-uns de nos managers. Je suis hyper content de ça. Et même, je trouve que ça change la relation qu'on a avec eux. C'est vachement plus sympa. Je prends même plaisir à écouter, à nous mettre d'accord sur des sujets de projets, tu vois, d'avenir. Je me sens moins seul. En fait, c'est marrant. Ça corrige peut-être un peu la solitude du dirigeant, de sentir que t'es pas le seul à avoir investi, à pas savoir si vraiment t'es sûr de prendre la bonne direction. On y va ensemble. Il y a un côté, il y a un côté assez sympa à ça. En revanche, je veux revenir sur une question que je t'ai posée où j'ai pas l'impression que tu m'aies répondu comme tu m'as déjà répondu.
on parlait de la responsabilité, du rôle qu'on avait dans la société. Alors, ok, on partage les fruits de notre croissance, ok, on est co-actionnaire avec nos équipes, ok. Mais au fond, quel est le rôle que tu te sens avoir dans la société? Moi, je ne veux pas paraître présomptueux, mais on est dans une société, c'est pas un gros mot de le dire, qui est un peu clivée euh, en ce moment. Et sur le côté économique, qui met en opposition patronat, salarié. Et on confond les super profits des 40, et encore il n'y en a pas 40 qui font des super profits, mais peut-être des 10, des 40 groupes du CAC 40, tu vois, avec notre actualité, nous, patrons de PME. Donc on oppose le monde patronal et le monde salarial. Et je trouve que c'est un peu dommage, pour rester poli, parce que d'une part, avant d'être patron, moi j'étais salarié. Avant d'être patron, tu étais salarié aussi. Donc on l'a connu. Hein, voilà. À un moment donné, on a pris notre risque de devenir, de monter notre propre boîte. Bon, le fait est que ça marche. Après, ça demande aussi, je trouve, quand tu es dirigeant quand tu es dirigeant tout court, de faire preuve d'une certaine exemplarité, d'une certaine de pas utiliser ta place pour être un peu malveillant dans la société. Voilà. Je regarde encore une interview d'une fille d'ailleurs que j'adore, mais qui n'était pas du tout d'accord sur la bienveillance, ou qui disait en fait, à force de mettre de la bienveillance à tous les étages, on en oublie qu'on est quand même là pour bosser dans une entreprise et délivrer quoi. Bon. Alors avant on disait ah oui il faut être gentil avec les gens, alors maintenant la gentillesse en fait trop bon trop con, donc en fait si t'es trop gentil t'es trop con. Bon voilà, on a remplacé le mot, c'est bienveillant, mais maintenant il y a des gens dans les médias qui disent ah ben non, la bienveillance est galvaudée, on utilise ça partout. Franchement je trouve ça un peu dommage. T'as quand même des boîtes qui respirent une ambiance qui est positive et t'as des boîtes qui respirent une ambiance qui est négative. T'as quand même un mode de management où tu fais ça avec les tripes, avec ton cœur. Et tu manages comme t'aimerais être managé, et t'as quand même des boîtes où le management, c'est n'importe quoi. On est bien d'accord. C'est n'importe quoi, où t'as pas de sens. Les 3 premiers mois de l'année, on te dit, ah ben tiens, on va couper on va vendre l'usine. Les 3 mois suivants de l'année, ah ben non, au contraire, on rachète l'usine, il faut qu'on rachète le concurrent. Tu vois ce que je veux dire? Un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite, ça manque de sens, ça manque de vision. Respect. Ça manque de vision, avec souvent peut-être même une gestion qui est court-termiste, guidé, alors bon, je ne vais pas faire le grand truc de la gauche, mais guidé par une surfinanciarisation de l'économie. Mais nous, patrons de PME, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. C'est pas du tout notre quotidien, quoi. Les résultats de la boîte, c'est on essaie de trouver un équilibre financier entre quelle est la rémunération de l'actionnaire. L'actionnaire majoritaire, oui, c'est moi. Donc je suis désolé, j'ai pris un risque. L'actionnaire, il a besoin de se faire rémunérer lui aussi parce qu'il a pris un risque au début et c'est normal. Quel est le besoin de rémunération des uns et des autres? Quel est le besoin de rémunération de mes managers de transition aussi? Parce qu'il y a un moment donné, j'ai besoin de les impliquer, qu'ils soient heureux avec leur rémunération au boulot. Donc c'est de trouver un juste équilibre entre tout. Comment tu le perçois, toi, dans ton entreprise? Oui, l'équilibre, c'est hyper important. Je suis 100% d'accord avec toi. Surtout que nous, on a des métiers très peu qualifiés, puis d'autres beaucoup plus qualifiés. Donc c'est difficile de trouver un équilibre entre des gens qui gagnent un peu plus que le SMIC hôtelier et puis des gens qui ont un salaire de cadre supérieur. Mais on y arrive. On y arrive et puis on est assez transparent. Et finalement, les gens comprennent bien. On fait juste pas le grand écart. Mais au-delà de ça, sur la partie responsabilité sociale, sociétale et tout, moi, je me sens... Alors peut-être que... Pareil, peut-être que c'est un peu présomptueux, mais moi, je me sens une grande responsabilité. D'abord parce que j'ai 100 familles derrière. Donc je t'en parlais tout à l'heure, là, qui ont besoin de nourrir leurs enfants, dont je me sens un peu la charge, c'est vrai. Comme dirigeant, comme entrepreneur, on avait aussi un rôle dans la société. Alors, bon, certes, d'exemplarité, c'est ce que tu disais, c'est sûr. Peut-être aussi un peu de lobbying. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est chez Croissance Plus, qu'on y joue un rôle, notamment au board. Pour moi, c'est hyper important. Je pense que, surtout par les temps qui courent, où le politique
difficilement audible. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Peut-être aussi que nous, on a un rôle justement de fédérer et de faire que l'entreprise devient finalement un des derniers lieux dans la société dans lequel les gens ne peuvent pas être fracturés et adhèrent ensemble à un même projet. Je trouve que ça a un rôle social génial. Bien sûr. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, qui certes, tu l'as dit, et tu as raison, est hyper fragmentée, on a ce rôle et aussi, je pense qu'il faut qu'on communique dessus, qu'on montre que l'entreprise est une solution à la défragmentation, Ouais. si j'ose dire. C'est vrai on a été élu au bureau de Croissance Plus. C'est vrai qu'il y a ce côté lobbying. On n'est pas là en train de pousser le pétrole à Bruxelles ou le nucléaire, je sais pas où. C'est pas lobbying dans ce sens-là, mais Non. c'est plus d'essayer de nous regrouper pour faire entendre notre voix d'entrepreneurs de taille que nous sommes, c'est-à-dire justement pas les grands groupes. Mais de croissance. Et entrepreneurs de croissance avec les problématiques qui sont les nôtres. Et puis de mettre en avant aussi ce besoin de pédagogie qu'on ressent dans la société, où les gens ne savent pas faire la différence entre un chiffre d'affaires, un résultat net, un dividende. Enfin, tout le monde confond tout. On a l'impression, quand tu écoutes certaines personnes, que la richesse, c'est un gâteau qui est fini, qu'il suffit de le découper en tranches, et puis comme ça, on en donne plus aux autres. La majeure partie de la population française n'a pas compris que le gâteau, on pouvait plus ou moins le rendre grand, ou plus ou moins le rendre petit, en fonction de si on travaillait beaucoup, en fonction de si on travaillait pas beaucoup. Et c'est quand même ça le truc. Et donc ça, il faut quand même l'expliquer. Il faut qu'on se mette collectivement au boulot et au-delà en cuisine, pour faire de ce gâteau un bon et gros gâteau à se partager ensemble. Exactement. Et pas de façon individualiste. Et d'ailleurs, excuse-moi, je change un peu de sujet, mais ça a quand même un lien. On le voit bien, nous, alors je sais que tu es père de famille comme moi, et c'est vrai que le choix qu'on a fait d'entreprendre, de diriger, c'est un choix qui nous implique nous, bien sûr, on vient d'en parler suffisamment, mais qui implique aussi nos familles et qui implique aussi ce qu'on veut transmettre. Diriger ou entreprendre, diriger des groupes comme ceux qu'on dirige, eh bien, ça a des conséquences sur la vie de famille et ça a aussi des conséquences sur ce qu'on transmet à nos enfants. Mais on transmet des trucs top. Le fait que quand on bosse et qu'on y arrive, c'est super satisfaisant. On transmet des trucs comme l'argent, on en a parlé tout à l'heure, c'est un moyen, c'est pas une fin. On transmet des trucs sur la volonté, la pugnacité. Je sais que c'est un sujet qui t'importe. Moi, la pugnacité, c'est un truc que je trouve hyper important. Franchement, au début de mon aventure, moi, mais 10 fois, j'aurais eu envie d'arrêter. Et 10 fois, je me suis fait aider, notamment par ma femme, par exemple, qui me disait non, tu lâches pas. Et Dieu sait qu'elle avait raison. Mais c'est vrai que on implique... en fait, à la fois, on implique nos familles, à la fois, elles nous aident, et à la fois, je trouve qu'on fabrique une forme de paquet de valeurs qu'on transmet par l'exemple. Et moi, je dois dire, je suis assez fier de ça. Enfin, mais je sais que c'est un truc qui t'apporte aussi, donc je serais content de t'entendre parler. Moi, je me suis mis à mon compte, j'avais 32 ans. Donc, j'ai d'abord demandé à mes parents s'ils pensaient que j'étais capable de me mettre à mon compte. Ah ouais. Tu vois. Ah ouais. Ça a été un chemin, quoi. Il a fallu que je me rassure sur le fait que j'étais capable de, quoi. Les débuts ont été extrêmement difficiles parce que l'idée originelle, c'était plutôt de travailler, de faire un cabinet de chasse, un peu sur les métiers tertiaires de banque, finance, assurance, à un moment donné où les subprimes sont arrivés en 2007. Donc, autant dire que c'est comme, c'est comme lancer un hôtel en 2020. C'est marrant, on a entrepris au même moment. Hein. Voilà, moi, c'était en 2008, pareil. Voilà. Et donc, mon épouse a aussi été derrière. Déjà, c'est des risques qui sont partagés, familialement. Ouais. Si tu n'as pas des épouses derrière qui disent non, mais vas-y. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, fais-toi plaisir, et puis je crois en toi, et donc ça va marcher, ou ça devrait marcher. Mais il est vrai, je disais ça, je le redis, mais c'est pas complètement con. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Tous mes copains d'école d'ingénieur, pendant une décennie,
je les voyais être augmentés année après année, là où moi j'avais mon salaire, qui était un salaire de cadre débutant. Tu vois, donc les 10 premières années Ah d'entrepreneuriat. bah oui, bah ça c'est clair. Moi aussi. Voilà, certains d'entre eux, ils gagnaient 3 fois ce que je Ah gagnais. bah Quoi. oui, mais c'est Alors, sûr. c'est vrai, alors les gens disent ah bah ouais, mais maintenant ça marche super. Oui, mais enfin bon, Bah ouais. pendant 15 ans, il a fallu se serrer la ceinture. Tu vois, maintenant tu as le retour sur investissement Oui, 15 oui. ans après. Mais tu n'as pas du tout le retour sur investissement 3 ans après. Enfin, si, ça arrive peut-être quand tu fais des crypto-monnaies, quoi. Et l'autre point, c'est que moi j'ai démarré sur ce cabinet de recrutement en me rendant compte que, donc en plein dans les subprimes, donc forcé en fait de me dire, en fait ce n'est pas la bonne idée, il va falloir que je trouve autre chose. Et quand j'en parle avec nos 400 entrepreneurs de Croissance Plus, je me rends compte que sur 400 entrepreneurs, il y en a à peu près 400 dont l'idée originelle n'était pas la bonne idée. Ah bah oui, C'est-à-dire, absolument. ils se sont mis à leur compte et à un moment donné, au bout de 6 mois, 3 mois, 6 mois, 5 ans, ils se sont dit, bah non, en fait, mon truc, ça marche pas. Donc, on va pivoter. On va essayer de trouver une nouvelle idée et puis de trouver une autre idée et voilà, et de cheminer. Et tous, quasiment, je ne vais pas interviewer les 400 personnes, mais je suis à peu près sûr de ce que je dis, ça va être 95% des 400. L'idée originelle sur laquelle ils avaient créé leur première boîte n'est pas celle sur laquelle ils se développent aujourd'hui. Ce qui est quand même incroyable. Ce qui m'amène à la conclusion de me dire, un entrepreneur aujourd'hui, qui a une boîte qui marche, c'est-à-dire de croissance, en partageant les fruits de la croissance ou pas, mais qui a une boîte de croissance, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a dû se remettre en question. Écoutez, soit son banquier qui lui a dit non, mon gars, on ne saura pas payer les salaires à la fin du mois, d'écouter son épouse, ou d'écouter ses salariés, ou d'écouter les gens autour de lui. Enfin, Ou ses parents. Ou ses parents. En tous les cas, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, est capable de se remettre en question pour se Ouais. relancer sur autre chose, quoi. C'est très juste, tu as raison. Oui, oui, ça demande aussi, c'est très important de dire ça. Souvent, on a l'impression que l'entrepreneur, c'est le type qui a une vision, une volonté très très claire, qui n'écoute pas beaucoup. C'est faux. Un bon entrepreneur, il écoute. Il prend des conseils, il sait manœuvrer. Il y a beaucoup de dirigeants qui disent « Moi, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai pas la bonne idée. » Oh, mais je trouve ça complètement con, moi. Ouais, mais bon, Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, les histoires qu'on te raconte dans le challenge, c'est le type, il a créé Mistral AI, et puis 3 ans après, il valorise sa boîte 11 milliards. Ouais, mais enfin bon, Oui. ça arrive pas. Oui, Donc, ou déjà, alors- tout ou le alors monde n'est que- pas obligé de monter Mistral AI, Non. et puis tout le monde n'est pas obligé de valoriser une boîte comme ça, et puis je n'ai pas discuté avec ce cher monsieur, mais peut-être que sa première idée n'était pas la bonne non plus, d'ailleurs. Mais Donc, c'est un peu comme si il fallait absolument être absolument innovant, 100% innovant, faire un truc nouveau pour que ça marche. Ouais. Non, il y a de la place pour beaucoup de gens Ouais, sur les exactement, marchés. Je trouve que ça, c'est une erreur. Et puis on peut innover à la marge. J'avais un ancien patron Bien de sûr. Croissance Plus, qui s'appelait Olivier Duhat, Ouais. qui m'a beaucoup inspiré, et qui continue d'ailleurs à beaucoup m'inspirer. Et Olivier, on l'avait fait intervenir, il avait dit, ça fait combien de temps qu'on mange du pain? Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on mange du pain? 5000 ans qu'on mange du pain dans le monde. Bon, pourtant, les boulangeries Paul, ils ont bien réussi à monter des Ouais. boulangeries sur un truc de on vend du pain, quoi. Ouais. Donc, alors oui, il y a un Oui, marketing qui est un peu ouais. différent, les boutiques sont un peu différentes, le design est un peu différent, et le pain, il a ça, où tu prends Eric Kaiser, là, ça fait toujours 5000 ans Tout à fait. qu'on mange du pain, et pourtant Non, mais Eric c'est Kaiser, très il a juste. réussi. Donc, et d'ailleurs, lui, quand il te raconte son expérience, je ne veux pas parler en son nom, mais son expérience de WebHelp, WebHelp, au début, c'est pour aider les gens qui vont sur le web. WebHelp. Oh, bah, c'est plus du Et tout puis, ça. Après, et puis 20 ans après, avant qu'il vende l'entreprise, Mm. c'était plus du tout ça. Donc, il est parti d'une thèse, et puis lui aussi, il a complètement pivoté à un moment donné. Comme il a été lancé, il n'avait plus d'autre choix, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant ça. En tout cas, c'est vrai que nous autres entrepreneurs, dirigeants, on entend les conseils des autres. Nous-mêmes, on est obligé de partager ce qu'on ressent, ce qu'on vit et de dire ce dont on a besoin pour continuer à avancer. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est quand même très économisée, si j'ose dire, on se met à avoir un rôle clé quand même. Je pense beaucoup plus qu'il y a quelques dizaines d'années, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'exprime aujourd'hui. L'autre jour, j'ai invité
chez une de nos ministres qui en fait venait prendre la température auprès d'entrepreneurs. Je trouve que c'est vachement intéressant. C'est quand même drôle que ce soit dans ce sens-là que ça se passe en ce moment. On a un côté, on devient sans le vouloir un peu des... c'est là où peut-être la société fonctionne encore un peu. Ouais, bien sûr. Et c'est là que le pouvoir essaye de venir chercher de la matière. Et je trouve que c'est... Puis c'est peut-être le dernier endroit où il y a pas trop de clivage aussi. Hein. De conflit. En tout cas, où on est derrière un projet commun. Ouais, exactement. Et c'est chouette. Je suis super content d'avoir eu cette conversation avec toi. C'était très chouette. Très intéressant. On est allé au fond des choses. On a des trucs qui nous rassemblent et c'est sympa. Je suis content d'avoir fait ça avec toi. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci Timothée.